c'était un pari qu'on avait fait avec Jeff et Camille. Et on avait dit, bon voilà, et du coup, on avait vu, je sais pas, les Gardiens de la Galaxie, et du coup, avec le gosse qui s'appelle Groot. Et on avait dit une connerie, on fait, t'imagines, on fait une interview comme ça, je fais, tu sais quoi, ouais, on peut faire, je vais répondre à toutes les questions, je s'appelle Groot. Ah ouais, t'es pas chiche et tout, mais avant, je suis pas cap, tu verras. Et du coup, il comprenait pas, il me posait des questions, vas-y, ça y est, c'est sérieux et tout, qu'est-ce que tu peux me dire? Je s'appelle Groot. Il a pété un peu. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un rugbyman toujours en activité, troisième ligne révélée avec le monde professionnel au Biarritz Olympique, avec qui il a remporté une Coupe d'Europe. Il joue depuis 2013 avec le Racing 92, champion de France avec les Ciels et Blancs en 2016, il compte 27 sélections avec l'équipe de France. Je reçois Wenceslas Lauré. Bonjour Wen. Bonjour Anthony. Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va. Écoute, Wen, merci d'avoir accepté mon invitation dans Terrain Conquis. Pour la petite histoire, quand je t'ai demandé pour la première fois de faire un épisode avec moi, tu m'as dit oui, pas de souci, mais ça serait mieux de le faire une fois que j'ai obtenu mon diplôme de management en immobilier. Tu as bossé dur et tu es là devant moi, donc ça veut dire que tu l'as eu. Félicitations. Je te remercie et merci aussi de m'avoir sollicité. C'est vrai que la première fois, tu m'avais dit, ça serait bien de le faire... Quand tu m'as sollicité, j'ai dit, ou même tu peux attendre parce que j'attends les résultats, je sais pas si je vais avoir ma formation et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis diplômé. Avec le chapeau et tout là. Alors, pour anecdote, j'ai pas pu avoir le chapeau parce qu'on était en Afrique du Sud. Ah ouais, oh là là, j'espère qu'ils vont te l'envoyer par la poste parce que quand même, ça fait classe. C'est sûr. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur les comptes Instagram, Twitter, Facebook dans Terrain Conquis ainsi que sur la chaîne YouTube du podcast. Vous êtes toujours plus nombreux, merci de votre soutien qui est précieux. Donc Wen, si tu veux bien, je vais d'abord résumer ta carrière sportive pour ceux qui ne la connaîtraient pas bien. J'espère qu'il n'y aura pas de faute. Non, mais justement, si je me trompe, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22, ça me fera du bien et ça te fera plaisir. Dans le but, tu préfères. Voilà. Tu as donc débuté ta carrière professionnelle en 2008 à Biarritz. Tu as alors 19 ans. Et à peine 2 ans plus tard, après avoir joué et perdu une finale de H-Cup avec le BO, tu connais ta première sélection en équipe de France contre l'Afrique du Sud. En 2012, tu remportes le Challenge européen, qui est la petite Coupe d'Europe. En 2013, tu fais le choix de quitter le Pays Basque, direction la région parisienne et le Racing. Et en 2016, tu touches le Graal en devenant champion de France après une finale épique à Barcelone contre Toulon. Et c'est ton dernier titre puisque malheureusement, tu as perdu 3 finales de Champions Cup, ex-H-Cup, avec celle de 2010 de Biarritz, ça fait 4. Ça fait beaucoup. C'est un peu le chat noir de cette compétition. Et en 2019, tu participes à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et cette année, tu disputes ta 10e saison avec le Racing. Bon, est-ce que jusque-là, on est bon ? Jusque-là, on est bon. Alors si on est bon, on continue et on va s'attarder sur tes débuts. Début même, alors, tu es d'origine réunionnaise, ce sont tes parents qui sont de l'île de la Réunion. Mais toi, tu as grandi à Ourcq. Alors pour situer un petit peu, Ourcq, c'est pile poil entre Boulin et Coussant. Oui, ça à côté de Pouillastruc. Voilà. Donc, je pense que tu viendras à Pouillastruc, mais bon, d'où mes débuts. C'est perdu. Il y a à peu près personne qui voit de quoi je parle. C'est perdu dans la campagne. Voilà, donc c'est où Pouillastruc, je connais pas. On va dire que c'est à une dizaine de kilomètres à l'est de Tarbes, qui est la préfecture des Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France. Voilà, là, ça. On est un peu mieux. Donc tu t'appelles Wenceslas. Wenceslas, prénom qui a un certain succès en République tchèque. Bon, par contre, en France, ça a un peu plus de mal à percer. Est-ce que c'était un peu dur à porter à l'école ? Du tout. Il y en a qui m'appelaient Wenceslas, il y en a qui m'appelaient pas, donc on est tranquille. Bon, ça va. Bon, du coup, ça te fait un point commun avec ton coéquipier au Racing, là, Yannick Tarit. Je sais pas si ça vous a rapproché, mais de porter des prénoms atypiques. Mais... Non, après, il y a d'autres choses qui nous ont rapprochés, comme le terrain d'ailleurs. Voilà, bon. Pour revenir à toi, ton premier sport, c'est pas du tout le rugby, mais c'est la gym. Donc toi, c'était la roue, le piqué, c'était plus ton truc. Ouais, des rondades, des saltos. Ouais, j'ai fait tout ça et ça m'a bien plu. Après, je n'ai pu y aller parce qu'on habitait assez loin, mais on habitait à Ourcq, c'était à 10 km de Tarbes. Donc j'ai dû trouver un autre sport. Mais t'en as fait pendant un moment J'en ai fait longtemps. En fait, j'ai fait avant des sports de combat, j'ai fait de la gym, j'ai fait multisport et le dernier sport que j'ai fait avant le rugby, ça a été la gym. Et comment t'arrives au rugby alors ? Par hasard. Parce qu'en fait, j'habitais à la campagne, du coup, c'était à côté de Pouillastruc, à 1 km. Et j'avais des amis qui étaient au collège, au même collège que moi, dont un dans la même classe. Il m'a dit, si tu fais pas de sport, viens essayer le rugby, tu verras. Tu trouveras super. Moi, j'en fais quelques-uns dans l'école enfant, donc tu verras, c'est top. J'ai essayé, et voilà, ça m'a plu. T'avais 12 ans. Ouais, c'est ça. T'avais 12 ans, donc tu es arrivé au rugby à 12 ans. Est-ce que c'était chaud les matchs entre le TPR et Pouillastruc chez les jeunes ? C'était chaud. C'était le derby. Le gros derby. C'était notre derby. Et je me souviens, parce que pour après l'anecdote, plus tard,
avant que je quitte le club de Pouillassuc, j'ai eu quelques sollicitations de différents clubs dans le TPR. Et je m'étais dit jamais j'irai au TPR. Parce que lors d'un match entre Pouillassuc et le TPR, il y avait eu une petite échauffourée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est pas un gars de chez nous qui s'est battu avec l'adversaire, mais c'est deux gars de chez eux qui sont battus ensemble. Donc j'ai dit, ouais, là, franchement, ils sont complètement fous, ces mecs. J'irai jamais chez eux. J'irai jamais chez eux. Et finalement, nous, on était tranquilles, on regardait se taper et se foutre sur la gueule. Il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, là, tu mets les popcorn, tu regardes et débrouillez-vous, les mecs. Réglez vos comptes, on reprend le match après, d'accord. Okay. Tu restes, du coup, 4 ans à Pouillassuc. D'abord à l'aile, hein, comme tous les pecnos qui débutent, le rugby, et puis rapidement, on te replace devant. J'ai jamais vraiment été à l'aile. Hein. On m'a toujours mis devant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rumeurs-là qui disent que tu as démarré à l'aile, mais que tu n'aimais pas ça? Non, le truc, c'est que j'étais trop rapide. Du coup, on pensait que j'étais lié. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Et après, en fait, j'ai mis tellement au chocolat qu'on m'a toujours mis devant. Eh je pense que ça a été plutôt une bonne décision. Et la bascule, pour toi, elle est en 2005. Comment se font les contacts avec le BO? Alors, premièrement, quand j'étais à Pouillassuc, ma première année au Pôle Espoir, j'étais toujours au club de Pouillassuc. Ma deuxième année, mon directeur m'a dit il faut changer de club. Et vu que j'étais déjà au Pôle Espoir, j'étais au lycée. Au lycée, j'étais dans la classe avec d'autres rugbymen qui jouaient à Biarritz. Et il y en a un, c'était le fils de l'entraîneur. Il m'a dit bon, j'en parle à mon père. Donc son père m'a appelé. Il m'a dit bon, ben voilà, nous, on aimerait bien que tu viennes et que tu signes au Biarritz Olympique pour telle raison. Il y a d'autres clubs qui m'ont sollicité. Et finalement, la bascule s'est faite au Biarritz Olympique parce que lui, il a su trouver les mots en disant Serge Betsen pour être ton parrain. Je fais ah ouais. C'était ma référence, Serge Betsen. Je me dis ah ouais, mon parrain et tout. C'est bon, je vais chez vous. Alors que quelques minutes plus tôt, j'ai dit à Mont-de-Marsan ouais, c'est bon, je vais chez vous parce que Mont-de-Marsan à l'époque ils avaient une grosse catégorie de jeunes. Ouais. Et du coup ils sortaient tout le temps, ils faisaient les finales, ils étaient champions. Donc je m'étais dit voilà, si je joue au niveau, il faut que j'aille à Mont 2. En plus de ça, le Biarritz Olympique, eux, ils avaient une catégorie de jeunes qui a déclaré forfait pour toute l'année. Donc on m'a dit va pas au Biarritz Olympique, tu vas pas percer. Les jeunes ils sont pour un niveau, va à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'est les jeunes qui brillent tout le temps. On sort toujours des joueurs professionnels. En plus de ça, les jeunes, ils sont en équipe de France. Donc je dis, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, quand il a dit Serge Betsen, je pense que mon cerveau, il a switché. Il a dit, bon, mais je vais au Biarritz Olympique. Donc j'ai appelé le gars de Mont 2. Je dis, je suis désolé, finalement, je viens pas. Il a dit, ah d'accord, ok, bah, pourquoi? Et je fais, non, mais je viens pas. Ça devait être Rémi Thalès qui devait être ton parrain à Mont-de-Marsan. Ça s'est pas fait. C'est clair. C'est à partir de ce moment-là que vient chez toi l'objectif de passer pro ou c'était déjà le cas quand tu jouais à Pouillassuc? Non, ça n'a jamais été le cas. En fait, je jouais juste pour le plaisir. Et on m'a dit, bon, ben là, joue, c'est bien. Je pense que tu peux aller loin. Et moi, je prenais tellement de plaisir que finalement, je pensais même pas être professionnel. C'était juste, je jouais avec ma détermination d'être toujours le meilleur. Et donc, tu joues, tu progresses et tu intègres le pôle de Marcoussis en 2007. Ouais. Et tu es retenu en 2008 pour jouer la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Tu joues avec un certain nombre de joueurs qui ont fait des belles carrières. Ensuite, j'ai vu des Mathieu Bastaro, Morgan Parra, Yohan Maestri. Sachant que cette Coupe du Monde, en fait, j'avais été surclassé pour la jouer. Oui. Parce que c'était pas ma génération. Et du coup, on était quelques-uns du pôle à l'avoir faite. Voilà, c'est ça, les 89, quelques 89 et des 88. Quel souvenir t'en gardes et est-ce que ça a été ton ticket d'entrée pour montrer en équipe première à Biarritz? Je sais pas si ça a été le ticket d'entrée, mais en tout cas, je garde une expérience mitigée. Une bonne expérience dans le fait où il y a beaucoup de joueurs de talent et des joueurs de renom aujourd'hui qui ont joué en 2008. Et à l'époque, c'était des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs déjà au niveau. Et du coup, le contact s'est très bien fait, l'accueil aussi, la compétition, mais c'était ma première Coupe du Monde, donc forcément, on rentre dans une compétition qu'on ne connaît pas. Donc beaucoup d'excitation de vivre tout ça. Et après, quand je dis c'est mitigé, c'est que je me suis blessé. Cervical, c'est ça. Donc au final, ça s'est écourté, mais j'avais quand même gardé des bons souvenirs. Tu arrives donc dans ce vestiaire du Biarritz Olympique en 2008 avec beaucoup de grands joueurs. Ça représentait quoi pour toi d'être au milieu d'Harry Nordoki, Thion, Yashvili, Betsen? Betsen, tu m'en as parlé. Pareil que tu badais un petit peu d'ailleurs. Forcément, quand on est jeune, on voit que c'est ce joueur, ce qu'il a apporté au club, à l'équipe de France, ce joueur de talent que c'est, et surtout le niveau qu'il avait sur le terrain et la détermination, l'engagement qu'il donnait, forcément, je pense qu'il n'y a pas qu'à moi qu'il a apporté une certaine motivation et surtout je regardais avec des yeux admiratifs. C'était un petit peu ton modèle? C'était mon modèle, bien sûr. Premier match pro en août 2008 contre Bourgoin avec Jacques Delmas comme entraîneur. Tu continues à grandir vite et au milieu de la saison suivante, c'est l'éclosion. Tu participes activement à l'épopée européenne du BO et vous allez jusqu'en finale contre le Stade Toulousain au Stade de France. Alors depuis, tu en as joué des finales, mais à l'époque, c'était ta première devant 80 000 personnes avec un numéro 7 en face qui s'appelle Thierry Dussautoir. Faut le gérer tout ça à 21 ans, hein. Mentalement, ça devait être un petit peu tendu. Après, je pense que quand on est jeune, bien sûr, on prend conscience de certaines choses, mais
on est un petit peu détaché de tout ça. Donc, sur le coup, voilà, j'ai plus trop de souvenirs en me disant comment c'était, est-ce que j'ai la pression, pas la pression. Bien sûr que j'avais la pression parce que c'était un grand match, c'était une finale. Et surtout, je voulais donner le meilleur de moi-même. Et c'était la première que je faisais. On m'avait imposé à ce poste-là pour commencer le match. Donc forcément, j'avais à cran de donner le meilleur. Et en plus de ça, c'était face aux Toulousains. Les Toulousains, on voyait le palmarès qu'ils avaient, on voyait les joueurs qu'ils avaient. Donc il fallait pas se trouver. C'était une finale. Une finale, on a joué, on était là pour la gagner. D'ailleurs, le score 21-19. Bon, C'est ça, donc tu t'en souviens un petit peu quand même. Vous perdez 21-19, mais sur le plan personnel, tu attires de plus en plus les regards et le sélectionneur Marc Lièvremont t'emmène en tournée en Afrique du Sud et tu es titulaire pour ta première sélection contre les Springboks. Tu es d'ailleurs le seul Biarro titulaire ce jour-là. Ça doit être incroyable de voir tout qui s'enchaîne comme ça, sélection, finale. À 21 ans, est-ce que c'est pas compliqué de garder la tête froide, de pas s'emballer ? Après, ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Mon état d'esprit fait que je m'enflamme pas. Donc finalement, non, je me suis pas enflammé et j'ai l'entourage qui fait que faut pas que je m'enflamme non plus. J'ai vu que c'est qu'après ça que tu as signé ton premier contrat pro. Ouais. Ah, donc tu avais joué une finale de H-Cup, mais tu étais encore en espoir. On avait basculé sur les nouveaux statuts à l'âge de 22 ans. Avant 22 ans, on ne pouvait pas signer de contrat pro. Ah, à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça. Ouais. Donc, tu as été vice-champion d'Europe et capé avec les Bleus en étant espoir. C'est particulier. Ouais, c'est particulier parce que forcément, tous ceux qui jouaient là-bas, c'est la belle équipe de France. Même s'il y a eu quelques changements, il y avait quand même des grands joueurs. Et moi, j'arrive petit poussin de la cour des grands. Ouais. Donc oui, ça fait bizarre. Pour toi, la confirmation, elle a été un peu plus difficile. Tu as un peu moins joué, puis tu t'es blessé, puis les résultats pas terribles du BO font que tu rates le bon wagon pour la Coupe du Monde. Ça a dû être dur à accepter après avoir été monté vite comme ça. Dur, forcément. Je pense qu'on se fait des idées, on se dit, on espère pour aller toujours plus loin, pour être sélectionné. Mais quand on n'y est pas, on se dit, il faut travailler. Il faut essayer d'y retourner et surtout d'y rester. Donc sur le coup, soit j'étais pas au niveau, et je pense que j'avais pas assez le niveau, et en plus de ça, j'avais été pas mal blessé. Donc forcément, j'avais pas ma place parmi l'équipe de France. Le 18 mai, c'est un jour particulier dans ta carrière, parce que tu remportes ce jour-là le Challenge européen, ex-Challenge Cup. C'est le seul titre que tu remportes avec le BO, en équipe première. Et c'est d'ailleurs à ce jour ton seul sacre européen. Ça, tu le savais pas en levant ce trophée, mais quelle valeur ça avait pour toi à ce moment-là ? C'était le premier trophée. C'était le premier trophée, notamment la Coupe d'Europe, même si on disait que c'était la petite coupe. On avait connu la finale de la Grande Coupe d'Europe, donc pour nous, c'était un trophée dans tous les cas. En plus de ça, c'était le ticket européen pour le Biarritz Olympique. Donc la saveur, c'était formidable, exceptionnel. On a fait 3 jours de bringue, et les 3 jours de bringue, c'était piquant. Et après, on a été appelé à Marcoussis, et ça a été dur. Ouais, le réveil ça a été dur. Le BO peine de plus en plus en top 14, et toi, tu as le nez de partir la bonne année, on va dire. Avant la relégation, qu'est-ce qui t'a motivé à partir et pourquoi le Racing ? Parce que j'imagine que tu devais être pas mal sollicité. Alors le Racing, justement, c'est fait avec Laurent Travers, qui m'a appelé, qui m'a fait la grande séduction, qui a trouvé les mots et surtout on a beaucoup échangé parce que j'étais vraiment le cul entre deux chaises à l'idée soit de partir, soit de rester, mais je pensais plus quand même rester au club parce que j'ai connu toutes mes années au club. T'étais attaché ? J'étais attaché, j'avais des amis, on commençait à créer quelque chose. Les anciens commençaient à partir. Donc il y avait une nouvelle génération qui allait prendre un peu le relais. Et finalement, le nouveau challenge m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je parte. Que j'ai visité aussi les infrastructures, j'ai regardé un peu l'historique du club, et je me suis dit, en plus il y a tout qui est à refaire, et un nouveau challenge, c'est hyper excitant, donc pourquoi pas partir ? Tu as grandi près de Tarbes, tu as vécu aussi à Biarritz. Là, la région parisienne, on passe un cap là, en termes d'urbanisme. Est-ce que tu t'y es fait facilement à cette vie parisienne, on va dire ? Je te dis, depuis, je prends plus le tram, je prends plus le métro, je prends plus rien. On s'y fait jamais à ça. En plus, je m'étais dit, jamais j'irai à Paris. Je faisais des week-ends des fois à Paris. Et franchement, de marcher, ça me cassait les pieds à chaque fois. Tu fais 10 km à pied, tu prends le métro et tout. C'est pas possible, c'est pas une vie pour moi. Et finalement, en fait, ici... les Parisiens disent les banlieusards, donc la banlieue parisienne fait qu'il y a quand même tout à proximité et on n'est pas dépassé, on n'est pas dépendant des accès, même s'ils sont pas loin, mais vu qu'on habite à côté, on peut aller en transport, voiture, scoot ou autre. Je crois que vous ne pouviez pas non plus, enfin le président au début, non. Disait vous ne vivez pas à Paris, vous vivez à côté, donc... Finalement, c'est bien, c'est pour éviter d'être le matin dans les bouchons et tout, arriver en retard aux entraînements, donc c'est bien. Et même nous, on se retrouve ici, on est tous à côté, donc on sait qu'on n'est pas loin les uns des autres. Entre ta première sélection en 2010 et 2015, tu n'as connu, entre guillemets, que 6 sélections. Tu n'es d'ailleurs pas retenu pour la Coupe du Monde.
Et tu dis, avec Philippe Saint-André, j'étais un bouche-trou, j'étais pas dans le projet, je dépannais quand il manquait du monde. Est-ce que tu aurais pas eu aussi 10 sélections de plus si tu n'avais pas raté quelques rassemblements à des mauvais moments du fait de blessures, de commotions? Après, ce qui a été fait et vécu, on peut plus y revenir. Peut-être que ça aurait été le cas, peut-être pas. C'est vrai quoi. Quand on nous pose des questions après on va dire une désillusion ou après une non-convocation, forcément, il y a la peine qui prend le relais, il y a les émotions qui prennent le relais aussi. Et du coup, des fois, on peut s'emballer et on peut dire des mauvaises choses. Donc, après, en grandissant et en faisant une rétrospection de sa carrière et un feedback de ce qu'on a fait, on se dit, bon, il y a des choses, des fois, soit on n'a pas le niveau. C'est la première des choses. Ce qui n'était pas ton cas. On ne sait pas, parce que si je suis pas, c'est soit que j'avais pas le niveau, ou soit que le fait d'avoir été au terrain, on n'a pas pu montrer qu'on avait le niveau. En 2016, c'est une année phare pour toi. Le nouveau sélectionneur Guy Novès compte sur toi pour le tournoi, le premier tournoi de son mandat. Et en club, c'est l'année du Racing, avec cette finale magique à Barcelone où vous battez Toulon à 14 contre 15. Et ça reste peut-être le plus beau souvenir de ta carrière? C'est les plus beaux, parce que même celui avec Biarritz Olympique, c'était un souvenir magnifique, c'est mon premier, donc ça fait partie des plus beaux souvenirs. Et gagner un titre, le fait d'avoir gagné le bouclier de Brennus, forcément pour un joueur, quand on commence, on voit toutes les équipes qui soulèvent ce bouclier, on ne sait pas ce que c'est. Et en plus de le faire à Barcelone, devant 100 000 personnes, et de soulever le bouclier de Brennus, c'est des émotions de fou. Franchement, c'est indescriptible. À cette époque, moi je suivais le Racing toute l'année en tant que journaliste et j'avais couvert votre retour dans les Hauts-de-Seine et les festivités. Réception au Conseil Général, présentation du bouclier au Plessis-Robinson. Bon, et je t'avais tendu le micro pour une petite réaction. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Je pense pas. Non, je pense pas du tout. Non. Ça donnait un... Je veux pas parler. Tu l'avais bien fêté ce titre. Ah, on avait bien fêté. Ça avait vraiment très bien fêté. En plus de ça, il y avait un ami qui avait passé des bouteilles de rhum tout droit de Rungis et autant te dire qu'on les a respectées. Les bouteilles. Ouais, c'est la tradition, la réunion. C'est ça, voilà. C'est ça. On les a vraiment respectées. Il y a tout le monde qui les a goûtées. Au final, je pense que les gonzes, vous pouvez plus me croiser. Même Dan Carter, hein. Il arrivait avec la cravate à gauche. Et la chemise à droite. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a l'après-titre. Alors, on dit souvent que c'est compliqué. Cette saison-là, il vous a rien manqué. Entre le départ à Catimini de Yohan Goussen, le licenciement d'Ali Williams, le contrôle positif, Hygiène Amine, Brice Dulin, Yannick Nyanga, corticoïdes. Enfin bon, ça s'enchaînait à un rythme de fou. Et pour toi qui aimes la discrétion, ça devait être pesant. Hein. C'est vrai que toutes les retombées médiatiques, je pense que on a eu les retombées de notre succès. Et du coup, le fait d'avoir été en lumière en 2016 et derrière, je pense que ça nous a pas manqué. Ah oui, non, là... On a changé médiatiquement. ouais, Dès qu'il y avait quelque chose, c'était pour nous. C'était pour nous. Et c'est vrai que c'était lourd parce qu'on savait que toutes les semaines, tous les mois, il y avait quelque chose qui circulait. Et autant, heureusement que nous, on était forts entre nous et on se descendait pas. Mais c'est vrai que c'était pénible. Ouais, je crois que le mec de la com, il a fait un gros burn-out. D'ailleurs, il est pendu et tout. Ouais, il n'en pouvait plus. Là. En 2018, le Racing se qualifie pour sa deuxième finale européenne en 2 ans, après avoir déjà chuté contre les Saracens en 2016. L'adversaire, c'est le Leinster, et la finale a lieu au stade San Mamés de Bilbao. En Espagne, donc, comme pour le Brennus 2 ans plus tôt, tout semble écrit pour un premier sacre, mais tout était contre vous ce jour-là, entre pluie irlandaise, blessure de votre 10, Pat Lambie au bout de 3 minutes. Ça s'est pas passé comme prévu. Non, c'est vrai que quand tu me parles de tout ça, ça me fait des frissons. Parce que c'est vrai que c'est des moments qu'on a vécu qui sont quand même durs et lourds à digérer. Et rien que d'entendre mes reparler de tout ça, c'est vrai que c'est pas des bons moments à vivre. Autant d'y arriver, c'est exceptionnel, c'est beau et c'est magnifique. Mais quand on dit une finale, il vaut mieux la gagner que de la perdre, c'est vrai. Parce qu'au final, quand tu te dis j'ai perdu ça, tu te dis ça sert à quoi? Vaut mieux pas y être finalement. Puis là, c'était pas comme contre les Saracens 2 ans auparavant où là, il y avait un... On n'était pas invité, il y avait un écart. Il y avait un écart. Ouais, c'est joué à rien, c'est joué à des conneries, individuelles. 3 points. 3 points et des petites conneries. Ouais. Ça, le truc. Vous étiez devant à 10 minutes de la fin. C'est la plus grosse déception de ta carrière? C'est l'une des plus grosses déceptions. Parce qu'il y en a d'autres après. Ouais, il y en a. Il y en a d'autres après. C'est ça le problème. Et ouais, de 2018, c'est aussi une année qui compte dans ta carrière puisque c'est le début du mandat de Jacques Brunel comme sélectionneur en remplacement de Guy Novès. Et Jacques Brunel, il est de tous les sélectionneurs qui se sont succédés depuis le début de ta carrière, celui qui t'a le plus témoigné de confiance. On peut dire qu'il a donné un nouveau souffle à ta carrière en bleu. Ah, bien sûr, mais jusqu'à présent, jusqu'à ce que Jacques arrive, j'ai jamais été imposé en équipe de France. Et c'est pour ça que je dis merci Jacques. C'est lui qui m'a imposé et qui m'a permis de connaître des joueurs d'équipe de France. Bon, ça rigolait pas beaucoup du côté de Marcoussis à cette époque, par contre. C'était pas la fête.
c'était pas trop la fête parce que les victoires étaient pas trop là et c'était pas l'équipe de France d'aujourd'hui. Donc forcément, oui, c'était dur et on chargeait de tous les côtés, que ça soit sur le terrain ou que ça soit dans la presse. En tout cas, toi, tu restes 7 fois dans le bon wagon, malgré l'éclosion du Toulousain François Cros et l'arrivée de Fabien Galtier pour seconder Jacques Brunel. Après avoir manqué les Coupes du Monde 2011 et 2015, tu es pris pour celle de 2019 au Japon. C'était quel sentiment qui dominait le plus en voyant cette liste finale? C'était le soulagement, la revanche? Non, pas de revanche. Oui, un soulagement, c'est sûr, et une fierté, parce que depuis des années, quand tu es joueur, tu t'aimerais bien goûter à cette joie-là, d'être appelé un jour pour faire une Coupe du Monde, parce que c'est la période des compétitions. Et le fait d'y être, de voir son nom sur la liste, surtout qu'on était en concurrence avec François, quand tu vois qu'au final, c'est toi qui es sélectionné. T'as des déceptions pour le gars qui est pas, mais t'es content aussi pour toi, pour les efforts que tu as produits. Donc oui, j'étais satisfait et surtout, je m'étais dit, c'est le commencement. Parce que le fait d'y être, c'est bien, mais d'y rester, c'est encore mieux. Et ça, je l'ai vu durant toute ma carrière. J'ai été appelé au compte-gouttes et j'ai jamais été imposé. Donc là, le fait qu'on m'impose et qu'on me dise, bon, c'est bon, tu fais partie de la liste et j'ai des chances de jouer, forcément, j'étais content. J'ai un souvenir de toi très particulier durant ce mondial. C'était à Kumamoto, après le troisième match. Je s'appelle Groot. C'est ça? Je pense Je t'ai spoilé, non? on est pas mal connectés, mais je vais replacer le contexte. Ce match-là, troisième, vous le gagnez difficilement contre le Tonga, 23-21. Après, vous les joueurs, vous passez en zone mixte. Moi, j'interviewe un joueur dans la zone mixte et j'entends juste à côté de moi une phrase mythique prononcée par toi. Je s'appelle Groot, comme tu l'as dit. Et je revois le journaliste du Figaro te poser 4 questions et toi tu répondais toujours je s'appelle Groot. Et lui il pétait les plombs. Il devenait tout rouge, il avait les oreilles qui fument. Il n'en pouvait plus. Et toi tu te dévinais pas. Non. Je s'appelle Groot. Presque 4 ans après, est-ce que tu peux raconter l'histoire de ce délire? Ouais, ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est sorti de la presse comme quoi le club a pénalisé, c'était honteux et tout. Mais bon, ça c'est tous les rageux qui parlaient. En tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup rire. Et je rappelle que en fait, j'ai fait ça d'une part parce qu'on avait gagné, on était qualifiés, et que si jamais on n'avait pas été qualifié ni gagné, ben, j'aurais jamais fait. C'était un pari qu'on avait fait avec Jeff et Camille. Et on avait dit, bon ben là... Jefferson Poirot et Camille. Et du coup, on avait vu, je sais pas, les gardiens de la galaxie, et du coup, avec le gars qui s'appelle Groot. Et on avait d'une connerie, on fait, t'imagines, on fait une interview comme ça, je fais, ben, tu sais quoi, ben ouais, on peut faire. Je vais répondre à toutes les questions, je s'appelle Groot. Ah ouais, t'es pas chiche et tout. Ah, mais avant, je suis pas cap, tu verras. Et finalement. Tu t'es pas. Je suis pas deviné. Non. Ah non. Non. Et du coup, il comprenait pas, il me posait des questions. Vas-y, ça y est, c'est sérieux et tout, qu'est-ce que tu peux me dire? Ben. Je s'appelle Groot. Il a pété un peu. Ah ouais, là tu voyais le visage qui s'était composé, qui devenait rouge, le mec il est parti. Moi j'en pouvais plus. Et les autres à côté, en plus avec Camille, Jeff, pas loin, ils me regardaient, ils en pouvaient plus, ils explosaient. Eux ils répondaient aux questions, mais c'était mort de rire. Ah oui, moi j'ai arrêté mon interview, j'ai rigolé tout seul, en voyant mon collègue en difficulté. Ah, c'est clair. Et puis, il y a ce quart de finale. Il y a du sportif quand même dans cette Coupe du Monde. Une autre désillusion, quand tu misais, une autre désillusion, quart de finale, bien sûr. Contre le Pays de Galles à Oita. Et cette image qui a fait le tour du monde, du coup de coude de Sébastien Weinmaina sur le Gallois Aaron Wainwright. Et toi, t'es vraiment aux premières loges. C'est ça le truc, c'est que carré VIP. L'image, elle a fait le tour du monde et toi, t'es aux premières loges. Puisqu'avant le coup de coude, c'est toi qui l'attrapes pour essayer de le dégager, quoi, tout simplement. Et il arrive à se faufiler entre tes gros bras, quand même. C'était une performance. Et on te voit parler. Aussi. Ouais. On te voit parler et ouvrir grand les yeux. Et quand tu vois le geste de Va, comme si t'avais compris tout de suite. Je sais pas ce que tu dis, mais c'est non, ne le fais pas, non. Alors je dirais pas ce que j'ai dit, parce que ce qui se passe sur les terrains reste sur les terrains. Donc forcément, oui, c'est vrai qu'après coup justement, là c'est l'ascenseur émotionnel. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ouais, donc, tu vois que on voit que directement, c'est plus gagné. C'est plus gagné et presque limite, même si on a joué des finales à 14, on les a gagnés. Mais là, sur le coup, ça nous a mis un grand coup au moral. Ouais, parce que très grand coup. Lui, ça a mis un grand coup dans la gueule, mais nous, un grand coup au moral. Ouais, bon, il s'en est relevé, mais vous non. Ouais. Vous étiez devant au score et donc vous perdez ce match. Ce match-là, c'était ton dernier en bleu. Juste après la Coupe du Monde, Fabien Galtier prend les rênes du 15 de France. Il organise une petite opération de communication chez vous au Racing, où il reçoit les potentiels internationaux pour expliquer son projet dans des entretiens filmés par France 2. Et parmi ces entretiens, il y a ton passage où tu lui apportes un peu de contradiction sur les règles de vie. Il t'a jamais sélectionné. Est-ce que, après coup, ça fait 3-4 ans, tu as eu le sentiment de t'être fait un peu piéger là-dessus? Qui sait? Aujourd'hui, ce qui compte le plus, ce que je dis à chaque fois, c'est les résultats. Donc si mon piège a permis de sacrifier aujourd'hui l'équipe de France, envoyer les résultats, soit. C'est comme ça. T'as dû l'avoir mauvaise quand même. Oui, forcément, on l'a mauvaise. On se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais après,
C'est la vie, forcément. Il y a François aussi qui était là. Avant, on était à savoir qui allait passer devant. C'est la course entre les deux et on voit les performances qu'il fait. En plus, avec le club, ça s'est concrétisé. Donc, forcément, c'était lui qui passe et c'est normal. Donc, oui, quand tu es joueur, tu veux y être, tu te bats pour y être. Et quand tu n'y es plus, ben, tu es déçu. Tu espères un jour y être. Mais maintenant, ça fait longtemps que j'ai compris. La franchise, c'est pas toujours la qualité la plus valorisée dans le milieu du rugby pro. Ça arrive. Peu après ça, il y a le Covid qui vient tout arrêter. Et toi, tu fais partie de ces héros du Covid qui ont réussi à survivre, à tenir confinés dans un appartement avec 3 enfants en bas âge, sans péter les plombs. Bravo. Ah, j'ai pété les plombs, mais c'est pas lui. Ça, c'est pas sûr. J'ai fait comme This is la peste. Ouais. Ah, ça devait être terrible. 3 enfants en bas âge, quand même. Après, ma femme, elle a beaucoup fait pour moi. C'est vrai que déjà, elle a mis sa carrière en sacrifice pour permettre que moi, je mène à bien la mienne. En plus de ça, elle s'occupe merveilleusement bien de mes enfants, de nos enfants. Et du coup, si elle n'a pas été là, clairement, d'un, j'en serais pas ici. Et de deux, j'aurais pas le confinement, je pense que je serais plus là non plus. Bon, il paraît que pendant ce temps-là, toi, tu risquais un peu. Là. Tu sortais, tu allais en forêt, tu faisais la course avec les policiers. Ah ouais, ça, c'était horrible. D'ailleurs, 2-3 fois, je voulais partir au bois courir parce qu'au début, avant qu'on sache que la compétition est annulée, on avait un programme d'entretien. Et d'ailleurs, pendant ce programme-là, il y avait quelques travail cardio à faire. Et moi, je m'étais dit, je vais dans les bois, je vais courir. Le bois était fermé, il y a une barrière. Je vais passer, il faut courir. Il faut que je cours quand même pour la compétition. C'était en forme. Et là, je vois les filles qui m'arrêtent, ils me disent, mais, vous savez quoi, c'est interdit. Bon, mais juste pour. Non, vous rentrez chez vous. Je suis pas, ok, mais je rentre. Je réessaie quand même, au cas où. On vous a déjà vu, on vous a dit que c'est interdit. La prochaine fois, c'est amende. Je fais, ok, je m'en vais, je viendrai plus. T'as pas pris l'amende? J'ai pas pris l'amende. Ah, bravo. Par contre, je suis plus retourné. C'est terminé. Je suis resté chez moi pendant tout le confinement jusqu'à la fin du confinement. On n'est pas sorti. Des pompes, du gainage, voilà. C'était long. Au début, oui. Après, quand ils ont dit c'est terminé, relâchement complet. Ah oui. Fini. Il y a la saison de Top 14 qui est arrêtée. Par contre, celle de Champions Cup, elle est juste suspendue. Ouais. Elle reprend en septembre 2020. Vous retournez en finale. T'as 4e dans cette compétition. Alors, il y a eu le jamais 203. Donc là, on s'est dit, bon, là, c'est fini. La 4e, ça va passer. Et bien, ça veut toujours pas sourire puisque vous perdez de 4 petits points contre Exeter en ayant fait les 10 dernières minutes en supériorité numérique. Tu t'es dit quoi à ce moment-là, que c'était pas vraiment pour toi cette compète? Je me suis dit, putain d'enculé de sa mère, fiché. Non, ça résumait bien. Tu t'en peux plus, franchement. Il s'est dit, en plus, t'espères que c'est la bonne. Nous, on avait toutes les cartes pour se dire que c'est pour nous. Le match, c'est un match fabuleux. Ça démarre mal. Ça démarre mal. Après, quand on voit Simon Zebo, il avait été monstrueux. Et on revient bien. Et à la fin, ça nous passe devant. Et on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Aller chercher la médaille du 2e. La médaille, tu l'as même plus. Tu la regardes. Tu es pas allé. C'est cette frustration d'avoir perdu une 4e finale de Coupe d'Europe. Pour toi, elle a créé une transformation chez toi. Un peu comme Sangoku dans Dragon Ball Z, qui se transforme en super guerrier. Ses cheveux, moi je me suis rasé du coup. Voilà. T'as un peu perdu en cheveux, par contre, tu t'es transformé en super loré. 13 essais marqués sur les 2 dernières saisons. C'est à peu près autant que sur les 6 d'avant, ou 7. 9 la saison dernière, dans un triplé contre Northampton. Un triplé. C'est la 2e fois. Tu avais marqué un triplé en début de carrière avec Biarritz. Contre Agen, exactement. On disait au début de ta carrière justement que tu n'apportais pas beaucoup, pas assez offensivement. Et en fin de carrière, tu es devenu un bon finisseur. Bien placé. J'ai eu du nez là encore. Il s'est passé quoi? Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Bon moment, bon endroit, bonne lecture. Et voilà, tu donnes la balle. Bonne passe du coéquipier. Et finalement, ça a marqué. Des bonnes jambes aussi. Ouais. Il faut courir. Hein. Ouais. Des bonnes cannes et voilà. Ça te faisait quoi de te voir en tête là, des top marqueurs du Racing? Ça me faisait rire. Ça me faisait rire parce que, comme on me disait, c'est pas possible, t'as encore marqué, encore ceci, encore cela. On me disait, on va pas t'arrêter. C'était marrant. T'avais plus d'essais que sur une période que Rouanimov qui est lié quand même. c'est clair. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il faisait la gueule à cause de ça, mais je savais pas, mais là, c'est bon, je viens de comprendre. T'as compris pourquoi? C'est pas la seule transformation que tu as opérée en fin de carrière, puisqu'en plus de devenir finisseur, tu es devenu entrepreneur. Tu as fondé l'IDEP, qui est une société immobilière. Quand et comment il est venu ce projet? Alors, comment il est venu? Il a été créé en 2019. Je me posais la question de qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Parce que quand tu es rugbyman, forcément, tu fais des investissements, tu fais des rencontres, mais il faut quand même penser à l'avenir. Parce que tu ne peux pas faire comme les footballeurs, vivre de tes moyens. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je m'étais creusé la tête pendant longtemps, jusqu'à ce que je trouve l'idée de monter ma société immobilière.
début, je faisais la promotion immobilière, pas de la promotion du marchand de biens, pardon. Et maintenant, je fais la promotion immobilière. Donc, j'ai voulu répondre à ma demande en me disant comment je vais pouvoir vivre ma vie après rugby et qu'est-ce qui va m'épanouir. Et donc, dans le bâtiment, j'ai fait des études dans le bâtiment et c'est ce qui me plaît. T'étais attiré de toi-même par oui. En fait, j'ai fait un BEP, bac pro menuiserie. Après, j'ai commencé à faire un BTS économie de la construction. C'est dans le bâtiment aussi. Et du coup, ça me plaisait vraiment. Puis après, les investissements que j'ai fait en personnel, donc j'ai toujours été dans ce milieu-là, jusqu'à faire la formation manager immobilier. Donc, je m'étais dit vraiment, c'est quelque chose qui me plaît, le bâtiment. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma société, parce que je voulais vraiment faire quelque chose et dépendre de personne. C'est vrai que quand tu travailles dans une entreprise, tu as quand même des horaires. Il faut aussi, comme dans toute entreprise, être performant dans ton travail. Mais ça, je voulais que ça soit vraiment de mon plein dû et non qu'une personne me l'impose. Et donc, tu as créé cette entreprise. Il se trouve que tu as un président, Jackie Lorenzetti, qui s'y connaît un peu en immobilier. Pas qu'un petit peu. Voilà, parce qu'il a fondé quand même Foncia. Est-ce que tu lui as demandé des petits conseils avant de te lancer et même un peu après ? Bien sûr, il est vachement ouvert pour la discussion, pour échanger. Il a de très bons conseils et forcément quand on a un père comme lui qui a cette carrière-là et ce respect-là et cette notoriété-là, autant en profiter. J'ai reçu un autre rugbyman pro, encore en activité dans ce podcast, Samuel Marquez, que tu connais peut-être, qui a, comme toi, monté sa société dans l'immobilier juste avant le confinement et qu'il a développé pendant le confinement. C'est vraiment un trait de caractère du rugbyman de s'accrocher dans la difficulté parce que quand on voit qu'il y a tout qui s'arrête, ça peut donner envie de reculer. Et vous n'avez pas reculé, toi, tu n'as pas reculé en tout cas. Non, on ne recule pas. Après, c'est vrai que les profils font aussi. Mon profil, on ne lâche rien. Sur le terrain, je ne lâche rien non plus. Et c'est mon trait de caractère. Et quand j'ai monté la société, c'était pareil. Je m'étais dit, si c'est vraiment ce que je veux faire, je vais me donner les moyens d'aller jusqu'au bout, de la développer. Après, je ne m'étais jamais dit, est-ce que ça a marché, pas marché, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me lance là-dedans. On verra où ça va me mener. Peut-être que ça s'arrêtera rapidement ou peut-être pas. Et finalement, aujourd'hui, je suis encore en train de la développer. Je suis en train de grossir avec l'effectif, avec des associés. Donc aujourd'hui, je vois que ça porte ses fruits et je suis content à l'idée de pouvoir après, plus tard, basculer dans ce nouveau projet. Et quand tu as vu tout ce confinement, les gens chez eux, etc., ça t'a pas fait peur ? Peur non, parce qu'après, j'avais la famille à côté, je prenais quand même des nouvelles, parce que forcément, les seules sorties qu'on peut faire, c'est sorties téléphone, FaceTime et tout. Donc ça fait peur sur le fait de voir des personnes qui pouvaient être en péril et en danger. Donc ça fait peur, mais sur le fait que nous, on était chez nous et qu'on n'a pas eu de soucis de santé, ça rassurait. Si j'ai bien compris, c'est entre ici et le Pays Basque. La société, tu as un associé qui est... Alors ma zone de chalandise, elle est au Pays Basque. Et sinon, mon siège, il est à Paris pour le moment. Mais après, quand je redescendrai, parce que ma fin de carrière est bientôt proche, et du coup, je redescendrai et continuer mon activité au Pays Basque. D'accord. J'ai quand même des attaches avec des partenaires parisiens. Urugne, j'ai vu. C'est ça, Urugne. T'aimes bien le côté un petit peu espagnol, champêtre. Ouais, champêtre et espagnol, parce que tu vois, il y a eu beaucoup de choses durant ma carrière, pas de choses, mais d'événements qui sont proches de l'Espagne et en Espagne, et du coup, nous, on va habiter proche de l'Espagne. Tu as obtenu très récemment un diplôme dans cette branche de l'immobilier qui t'intéresse. On parlait de courage, mais il en faut du courage pour reprendre les cours à plus de 30 balais, ouvrir un cahier, ouvrir un livre. Ouais, ça, c'est vrai que c'est... Quand t'es rugbyman et quand t'es en activité... Tu t'es dit les études, mais en plus quand tu as les enfants, tu as les études, reprendre, J'ai le temps ou j'ai pas trop le temps justement. J'ai pas le temps parce que tu as beaucoup d'autres choses qui arrivent à côté, tu dis t'as pas le temps. Mais ce que tu as à dire aux jeunes, c'est tant que tu es jeune, bien sûr que tu as le temps. T'es pas dépassé par les enfants, par tout ce qui se passe à côté. Tu as peu de choses qui te permettent de ne pas faire d'études. C'est là où je leur dis, faites des études. Franchement, même c'est 1h30, 2 heures par semaine. On pense que c'est beaucoup, mais finalement, c'est pas beaucoup. Donc allez-y, faites des études. Parce que ça, plus tard, ça vous permettra d'avoir un peu plus de temps pour vous et d'avoir plus de temps pour vos nouveaux projets. Et surtout, en plus de ça, ça permet aussi d'évacuer, de penser à autre chose. Et quand tu arrives en fin d'activité, tu te dis c'est une nécessité de faire des études. Donc tu t'en donnes les moyens et justement tu te dis je le fais parce qu'il faut que je le fasse et il faut que j'y arrive. Faut repartir quand même. La première fois que tu ouvres le cahier, là, tu ouvres le livre avec les leçons, machin. Là. Ça fait bizarre. C'est le premier devoir surtout. Tu dis oh là là, qu'est-ce qu'il me demande là. Rester là je vais comme faire ça à 10 minutes, qu'est-ce que je fais Après, quand tu sais que c'est pour toi, forcément, tu sais comme quand tu dépends un peu de ta vie, tu te dis il faut que je fasse à tout prix et tu le fais. Tu le fais parce que tu en as besoin. Et moi, j'en avais besoin parce que pour mon activité, il fallait à tout prix que je dispose de cette carte et du coup, je m'en suis donné les moyens. Comment tu arrives à concilier aujourd'hui ta carrière sportive, qui est encore là, et ta vie de chef d'entreprise ?
Et la vie de famille aussi. Et la vie de famille. 3 enfants, on le rappelle, en bas âge. 3 enfants et une femme. Et une femme. Très difficile. C'est vrai que c'est pas évident. Ça, c'est le plus dur, je pense, parce qu'il faut être performant sur le terrain. C'est mon métier premier. Donc, pour l'instant, c'est pas mon activité, mon métier. Même si, oui, c'est un de mes métiers, mais mon métier premier et mon métier principal, c'est d'être rugbyman. Donc, il faut que je sois performant sur le terrain. Ensuite de ça, il y a la vie de famille. Donc, il faut aussi allier la vie de famille. Et après, il y a l'activité. Donc, c'est vrai que c'est très dur de concilier les trois et de répondre présent sur les trois. Je dis pas que c'est facile, mais... La PlayStation, aller boire un coup avec les potes, c'est loin. PlayStation, ça fait des années que j'en ai pas. Boire un coup avec les potes, il faut cibler. Après, quand tu bois le coup, par contre, on te voit plus. Voilà, c'est une fois et puis après, tu passes ton tour. On arrive à la question récurrente du podcast. Si tu devais définir Wenceslas Lauré, le chef d'entreprise, il serait plus proche de Serge Blanco ou Jackie Lorenzetti, les deux présidents que tu as connus dans ta carrière à Biarritz et au Racing? Je peux pas me comparer à eux, c'est des monuments. Moi, je suis Wenceslas Lauré, je n'arriverai jamais à leur hauteur. Mais on espère par des moyens pouvoir se rapprocher à certaines choses. C'est vrai qu'ils ont eu des carrières exceptionnelles, ils ont fait des choses exceptionnelles aussi. Et moi, je suis mon petit bout de chemin et avec mes associés, avec ma famille, avec mes amis, avec mes enfants. Et on voit comment l'avenir nous réserve la suite. Tu connais ce bruit? C'est la sirène. Dernière possession, il y a un bonus à aller chercher. Alors pas d'en avant, botte pas en touche. Si tu devais avoir un regret dans ta carrière, est-ce qu'il serait plutôt côté club, avec un seul trophée levé avec le Racing, malgré un effectif parfois énorme, que des phases finales depuis que tu es arrivé? Ou côté équipe de France, où tu aurais très bien pu avoir 20-30 sélections de plus si tu n'avais pas eu quelques malchances parfois? Le regret, c'est plutôt avec le club. Que ce soit en 2010, comme en 2016, comme en 2018, comme en 2020. Ça, c'est mes regrets, c'est de ne pas avoir été champion d'Europe. Ces finales-là, c'est marquant. C'est marquant et c'est des choses qui te pèsent et qui tu te dis, t'espères quand tu joues pouvoir atteindre encore des finales et pouvoir surtout les gagner. Mais quand tu vois que t'es proche du précipice et que finalement derrière, il n'y a plus de pont pour essayer d'accéder à cette passerelle-là, tu te dis, voilà, c'est derrière moi et je ne peux plus rien y faire et tu vis avec des regrets. Ces 2 dernières années, tu as vu tes vieux copains, Virimi Vakatawa et Bernard Leroux, devoir se garer un peu sur le côté de la route pour des raisons médicales. On sait que certains joueurs comme Yohan Huget n'ont pas pu avoir une fin de carrière sur le terrain du fait de la blessure. Est-ce que toi, qui te rapproches un peu de la fin, la grosse blessure, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses parfois qui te fait un peu peur? Ah oui, mais moi c'est ce qui me fait peur et d'ailleurs c'est pour ça que ma fin de carrière est proche. Parce qu'aujourd'hui, les blessures, ça arrive très vite. J'ai un poste où c'est assez sollicitant. Donc forcément, quand je vois en plus de ça les joueurs qui ont été blessés, dernièrement Virimi et Bernard, forcément, on se pose des questions et on se dit, bien sûr qu'on vit des moments exceptionnels, mais derrière, il y a une vie. Il y a une vie, il faut pouvoir profiter. Il faut pouvoir aussi vivre une belle vie derrière, parce qu'on est jeune. Finalement, on est vieux dans le rugby, on nous appelle papy, on nous appelle tous les noms de vieux, mais au final, dans la vie active, on est jeune. Il faut pouvoir aussi profiter de cette vie-là. Toi, tu as été quelqu'un de fidèle en club. Tu es resté longtemps à Biarritz, tu es resté longtemps au Racing et puis fidèle en amitié aussi, puisque depuis que ton ami Bernard Leroux ne peut plus jouer du fait de ses commotions, tu portes un casque de la même couleur que lui. Donc ça, c'est un bel hommage, je trouve. Ouais, c'est le casque en son honneur parce que c'était son casque et du coup, on avait le même poste, on est très amis et le fait de le voir loin des terrains, forcément, ça attriste. C'est peut-être un petit geste, mais au moins, je sais que je pense à lui et que lui, en me voyant, je lui procure un petit peu d'émotion. Tu arrives en fin de contrat au Racing en juin, mais tu montres que tu es hyper performant, hyper compétitif encore. Tu as évoqué récemment l'hypothèse de la retraite, tu en as parlé de fin de carrière proche. Alors en juin, c'est stop ou encore le rugby? Non, c'est encore le rugby. Normalement, tout est bon, mais il faut que ça se conclue, bien sûr. Parce que pour l'instant, c'est encore des paroles. Il n'y a que quand ça sera conclu qu'on pourra dire que c'est bon, c'est officiel. Mais je devrais rester en tant que joker Coupe du Monde. Donc c'est 3 mois? C'est 4 mois, on va dire. C'est de juillet à décembre. 4-5 mois. Bon, en tout cas, tu sais que c'est bientôt, que ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. C'est ça qui fait bizarre. Vraiment, ça fait bizarre. C'est vrai que autant le fait d'avoir déjà construit la suite fait que je suis plus serein et je sais que quand j'arrêterai, j'aurai quelque chose déjà. Et ça, au moins, ça évite de déprimer et de rien avoir. Mais par contre, ça fait bizarre quand on se dit la suite, ça se peut que ça ne marche pas non plus. Même si ça se développe sans préparation, mais ça se peut que ça ne marche pas. Et après, se dire qu'on arrête quelque chose qu'on a connu pendant des années, c'est une passion, on a des amis, on se dit, ça fait bizarre.
De là, je peux comprendre que certains, après, ils veulent continuer. À voir, est-ce que je vais continuer aussi? Et ça, je sais pas. C'est ma dernière saison, Joker Coupe du Monde. Peut-être que je me dis, je veux pas m'arrêter, je continue. Pour l'instant, j'ai fermé aucune porte. Donc, on verra la suite. Le TPR qui a jamais réussi à t'accueillir. Ah ouais. Puis là, tu vas y aller, il y a 2 mecs qui se battent. C'est clair, tu vas pas. c'est bon. Ah, après, s'il y a un club, il y a Biarritz, donc il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, tout est possible. Tu te fermes aucune porte. Je me ferme aucune porte. Surtout que, comme j'ai dit, tu es encore performant. Ça serait peut-être pas le cas si tu te sentais un peu largué, ou remplaçant, ou tu joues 10 minutes, voilà, mais c'est pas le cas. Je commence à avoir le numéro 19 dans le dos. En plus, c'est petits jeunes, ça pousse. Donc. Eh bien, merci Wen d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. On va suivre avec attention la fin de saison du Racing qui lutte pour jouer la phase finale, que tu as toujours connue ici, et qui aura bien besoin de toi pour cela. D'ailleurs, il faut que tu te répares un petit peu. Je crois que... Je me répare parce que j'ai une patte en bois là, du coup, je s'appelle Groot. Voilà, c'est ça. Tu la feras si jamais vous allez en phase finale Bien sûr, je la ferai, même si on gagne, tu vois. Je suis le Brenis, je s'appelle Groot. Eh bien, laisse-moi évidemment te souhaiter également plein de succès sur le terrain du business avec l'IDEP, ta société spécialisée dans l'immobilier. Merci Wen. Merci à toi, Anthony.